Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation sur la Rovolution. N'hésitez pas à intervenir ou en tout cas à poser vos questions via le chat, on fera un plaisir de réagir et d'y répondre. Alors Rovolution, vous l'avez compris, c'est la contraction entre le terme de robot et d'évolution ou de révolution. Et on va voir un peu ce que ce terme recouvre et on va évidemment élargir le propos. On ne va pas rester sur les robots industriels uniquement. Le premier élément qui me semble important avant même de présenter mon plan, c'est de voir cette fameuse loi d'Amara, la loi d'Amara qui émane de l'université de Palo Alto et qui nous dit nous avons tendance à surestimer l'incidence d'une nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme. Quelque part, nous avons peur de ces nouvelles technologies à très court terme et cette peur, on la surestime probablement, mais probablement que sur le long terme, on a un peu tendance à oublier l'impact que ça va avoir. C'est un peu mon fil conducteur de mon exposé de cet après-midi. Qu'est-ce que je vais voir ? Je vais d'abord commencer par les robots industriels parce qu'on est sur une vraie révolution. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette révolution n'est pas que dans l'industrie. C'est une révolution qui touche tous les secteurs et qui pose évidemment énormément de questions, qui va poser énormément de questions sur l'emploi, sur la formation et aussi, je vais terminer un petit peu sur la productivité. Et puis, je vais faire une petite conclusion qui sera un petit exercice un peu futuriste de ce que peut être une évolution en termes des nouvelles technologies. D'abord, les robots industriels. Quand on situe un petit peu les robots industriels, vous avez sur le graphe actuellement les nombres de robots industriels pour 10 000 ouvriers. Alors, vous voyez des grandes divergences, des divergences, je dirais même fondamentaux, dans ce graphe. Et je peux peut-être pointer un pays en particulier, mais vous avez beaucoup de pays asiatiques qui sont avec des taux extrêmement élevés. Par contre, quand je regarde le niveau en termes de robots industriels en France, on est sur des niveaux extrêmement faibles. C'est le reflet d'une vraie désindustrialisation du tissu industriel français. Si je vois un peu l'évolution ces dernières années, c'est une évolution fulgurante. Vous avez ici l'évolution du nombre de robots aujourd'hui dans l'industrie. Je parle uniquement de l'industrie, toujours. Si j'évolue encore et je fais cette répartition entre, d'une part, l'Asie, l'Europe et les États-Unis, on voit très très bien qu'alors qu'on avait des chiffres assez comparables entre l'Europe et les États-Unis et l'Asie dans les années 2010, on a un vrai décrochage aujourd'hui de l'Europe et des États-Unis par rapport à l'Asie. Et en particulier, et là ça doit nous interpeller, nous en tant qu'Européens, en particulier quand on voit le nombre de robots industriels qui ont été installés en Chine sur l'année 2019, on voit que la Chine est en train de rattraper son retard. Elle avait un vrai retard, mais elle est en train de rattraper ce retard parce qu'il y a une volonté très claire de la Chine aujourd'hui de se positionner en tant qu'acteur majeur dans les robots industriels. Alors pourquoi ce développement tellement important des robots industriels ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que très clairement, les coûts des robots industriels n'arrêtent pas de diminuer. À l'époque, si je tenais compte de tous les éléments qui sont les périphériques, qui sont le matériel, un robot industriel au début des années 2000-2005, c'était à peu près 200 000 $. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est 2025, mais c'est aujourd'hui, un robot industriel, c'est 100 000 $ et on sait encore que les coûts vont diminuer. Qui dit diminution des coûts dit évidemment productivité, amélioration. On sait aujourd'hui, et la crise du Covid a encore accéléré les choses, on va de plus en plus automatiser les tâches dans l'industrie et on estime que alors même plus les 10 prochaines années, mais dans les 5 prochaines années probablement, 40% des tâches dans l'industrie vont être automatisées. On sait aussi que ces robots, non seulement les prix diminuent, mais en plus la performance de ces robots s'améliore. Donc on a des robots aujourd'hui qui sont nettement plus performants qu'ils n'étaient dans le passé et qui vont encore s'améliorer dans les années futures. Ce qui veut dire que l'apport de ces robots va augmenter la productivité par travailleur. Et c'est là le grand enjeu même pour l'Europe, de véritablement rentrer dans cette logique de révolution, c'est-à-dire d'avoir un tissu industriel de plus en plus automatisé, même au niveau de l'Europe. On gagnera en termes de productivité, on gagnera aussi en termes de compétitivité sur le long terme. Toujours dans les perspectives, alors je dis 10 ans, c'est peut-être moins nouveau parce que tout s'est accéléré avec la crise du Covid, on estime que le coût moyen de la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est à peu près 25 $ dans l'industrie. Un robot aujourd'hui tourne aux alentours des 8 $. Dans 10 ans, ce sera même plus 8 $, ce sera probablement 2 $. Donc, toute une série de secteurs vont être touchés évidemment par cette évolution. Certains secteurs plus que d'autres, c'est-à-dire les secteurs qui ont
un grand usage de la main-d'œuvre. Et puis, il y a ceux, évidemment, en fonction de la localisation, qui vont être plus ou moins automatisés. Et si on regarde le graphe suivant, on voit très clairement, ces dernières années, un lien entre l'évolution et la hausse des salaires et l'augmentation des unités de robots industriels dans l'industrie. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Chine, sur votre graphe, elle est tout à fait à droite, c'est pour ça que la Chine aujourd'hui a un vrai programme de robotisation, parce que j'ai eu une hausse importante des salaires ces dernières années en Chine, qui est compensée par cette augmentation des robots industriels. Donc on a un vrai mouvement de fond, et on va voir que c'est pas uniquement sur l'industrie, évidemment. Tous les secteurs sont touchés. Je vais prendre quelques exemples. C'est pas une liste exhaustive, parce que je pourrais les citer et passer des heures, ce n'est pas le but. Quand on voit déjà l'évolution des robots médicaux, on a une vraie explosion. Même le secteur de la construction commence à être impacté par cette évolution, cette robolution. Ce n'est pas le premier secteur auquel on pense, c'est le secteur peut-être qui est le plus en retard aujourd'hui, mais c'est probablement un des secteurs qui va le plus évoluer aussi dans le futur. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai des robots domestiques, de plus en plus. Et vous voyez l'évolution, elle est fulgurante aussi sur ces dernières années, et on va encore avoir une tendance qui va s'accélérer très clairement. Alors je vais prendre quelques exemples ou quelques secteurs qui pourraient être impactés. Alors celui dont on parle le plus évidemment, c'est la voiture. Alors j'aime bien citer l'ex-PDG de Google qui disait dans 2 générations, nos enfants n'auront pas besoin de permis de conduire, ils vont trouver qu'on était complètement fous de laisser tous ces gens conduire. Alors derrière cette petite anecdote assez amusante, il faut quand même se rendre compte que si demain j'ai des voitures autonomes, les taxis vont disparaître. Si demain j'ai des camions autonomes, aux États-Unis, c'est 80 000 personnes qui sont utilisées uniquement dans le transport. Et donc, que vont faire ces gens? Ça pose énormément de questions parce que ça veut dire que tous ces métiers-là vont disparaître. Là, il y a une véritable révolution. Alors, c'est clair qu'on est encore loin de la voiture autonome. Je vais y revenir à la fin de cette voiture autonome qui, demain, va devoir choisir peut-être entre écraser la poussette ou écraser le couple de petits vieux qui est sur le trottoir. Ça pose encore beaucoup de questions éthiques, mais il y a une véritable révolution qui est en train de se mettre en place dans ce secteur en particulier. Deuxième secteur que je voudrais citer, parce que là, le rôle des nouvelles technologies et évidemment de l'intelligence artificielle devient conséquent, devient fondamental, parce que là, les avancées sont essentielles. Tous les jours, on a des nouveautés. Alors, j'ai cité un exemple qui est Watson, qui lui va permettre d'établir des examens médicaux et diagnostics médicaux qui sont plus fiables que n'importe quel médecin aujourd'hui. Je lisais encore dernièrement on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de détecter les mélanomes, avec des taux de réussite qui tournent aujourd'hui aux alentours des 86 à 90%. L'objectif, c'est d'arriver à 100% avec l'intelligence artificielle. Autre exemple, dans les hôpitaux, on a des systèmes qui permettent de distribuer les médicaments aux patients. C'est du temps gagné pour les infirmières. Et on l'a vu, aujourd'hui, les infirmières, elles ont besoin de gagner du temps, et elles ont surtout besoin de pouvoir passer du temps avec le patient, parce qu'un patient avec lequel on discute, il va plus vite sortir de l'hôpital, et donc va plus vite se rétablir. Élément essentiel. Donc le secteur de la santé est un des secteurs qui va le plus évoluer dans les années futures, avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Alors là, je le cite un peu pour le côté un peu amusant, mais même la presse est impactée par les nouvelles technologies. On donne simplement les chiffres et l'intelligence artificielle va écrire l'article. Plus besoin d'un journaliste pour nous faire l'article. Et on va même plus loin aujourd'hui. On a une société en Belgique que vous connaissez tous si vous êtes amateur de football, c'est celle qui fait les arrêts sur image. Eh bien, ils sont en train de travailler avec l'intelligence artificielle sur, au moment d'un arrêt sur image, au moment d'une passe particulière ou d'un moment fondamental dans un match, l'intelligence artificielle pourra retrouver une passe comparable dans l'histoire et donner tout de suite un commentaire. Aucun journaliste sportif pourrait faire ça aujourd'hui, et donc on peut se demander demain ce qu'ils vont faire. Je vais encore un peu plus loin, un secteur que nous connaissons tous, Amazon. Regardez les images sur Internet, c'est 100 000 robots à peu près dans les entrepôts. Alors on parle beaucoup d'une main-d'œuvre qui est sous-exploitée, etc., dans les entrepôts d'Amazon, mais la majorité des entrepôts sont gérés par des robots.
Autre secteur dont on parle peut-être moins, c'est ce qu'on appelle des robots humanoïdes qui sont utilisés dans les chaînes de production d'Airbus. Alors, un élément qui est amusant, parce que je crois qu'on a tous été sollicités par le téléphone un jour dans sa vie, et avec le télétravail encore un peu plus, eh bien, demain, j'aurai des robots qui vont me solliciter. L'avantage du robot, c'est qu'il peut appeler 10 fois, 20 fois, 30 fois, il ne va jamais se lasser. Vous, par contre, vous allez vous lasser. On va avoir les transcriptions au clavier par reconnaissance vocale, et on a aussi même l'art qui est impacté. Le tableau qui est représenté là sur votre écran, c'est un tableau qui a été développé par l'intelligence artificielle. La signature, c'est la signature qui apparaît en bas de mon écran. Ce tableau a été vendu aux enchères. Et on peut même encore aller beaucoup plus loin. Sur les 4 visages que vous voyez là, un visage, cette personne n'existe pas. Elle a été intégralement créée par l'intelligence artificielle. Alors ça fait peur évidemment, ça pose énormément de questions, c'est tout le côté éthique évidemment de cette évolution, mais on voit qu'on a des possibilités qui sont exponentielles. Tous les secteurs sont touchés, je l'ai dit, même les gardiens de sécurité, reconnaissance faciale, intervention. On a déjà des robots aujourd'hui qui font des contrôles dans des entrepôts, voir s'il n'y a pas une effraction, voir s'il n'y a pas un incendie. L'agriculture, je dirais, c'est à peu près comme le secteur de la santé. L'agriculture est un des secteurs qui va le plus bénéficier de ces nouveaux robots. L'exemple qui est représenté ici, c'est une machine qui permet de désherber, qui fonctionne avec l'énergie solaire. L'avantage, c'est que je vais de moins en moins utiliser d'intrants. On estime que l'utilisation des nouvelles technologies, dans le secteur de l'agriculture en particulier, va faire baisser l'utilisation des intrants entre 60 et 70%. On a aussi ce qu'on appelle les fintech. Alors pourquoi est-ce que je parle des fintech et qu'est-ce que c'est les fintech? Alors les fintech, c'est contraction, de nouveau, entre finance et nouvelles technologies. Alors les fintech, ce sont des sociétés qui ne sont pas des banques, ce sont des sociétés qui vont proposer des conseils à des clients. Derrière ça, il y a des robots conseils avec des algorithmes qui vont permettre de gérer un portefeuille. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Je parle fintech qui ne sont pas du tout du secteur financier. Et pour le secteur financier, le grand défi, ce n'est pas nos concurrents. Le grand défi, ce sont les autres acteurs du marché. Et les autres acteurs du marché, c'est qui? C'est Amazon, c'est Google. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, sans aucun secteur, sans exception, tous les secteurs sont impactés par les nouvelles technologies et probablement que le concurrent ne va pas venir de votre secteur habituel, mais il va venir d'un secteur totalement différent. Ce qui veut dire que dans toute entreprise aujourd'hui, quelle que soit la taille de cette entreprise, une entreprise de 2 personnes à 300 ou à 10 000 personnes, on doit avoir au moins une personne qui ne s'occupe que des nouvelles technologies, qui suit les évolutions et qui va essayer de détecter d'où viendra le prochain concurrent. Et pour preuve qu'effectivement les banques ont réagi par rapport au fintech, eh bien c'est que nous avons développé, si je prends le cas du groupe KBC-CBC, nous avons aujourd'hui une intelligence artificielle sur le compte, sur le détenteur d'un compte, avec lequel il peut dialoguer sur son smartphone. Donc il y a une évolution également dans tout le secteur. Et quand vous voyez toutes les applications aujourd'hui, toutes les apps que nous avons au niveau du secteur bancaire, il y a une véritable révolution qui est en marche. Autre secteur que je peux prendre, eh bien, c'est encore un secteur dans lequel, a priori, on aurait dit, bon, on ne va jamais informatiser, on ne va jamais évoluer. Eh bien, même le secteur de notaire, même ce secteur-là est impacté aujourd'hui par la nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain. Et cette blockchain va permettre évidemment, de sécuriser les transactions et un énorme gain de temps avec, à la clé, une question fondamentale du rôle, évidemment, du notaire dans le futur. Et aujourd'hui, on est évidemment réunis quelque part par un point commun qui est Winbooks. Eh bien, le métier de comptable est en train de changer, mais fondamentalement. Grâce au système de Winbooks, vous avez un tableau de mise à jour, un tableau de bord qui est mis à jour automatiquement. Tout le monde va encoder, le client, le banquier, les secrétaires sociaux. À quoi sert encore le comptable à ce moment-là? Il y a une remise en cause fondamentale du rôle du comptable. Si le comptable est juste aujourd'hui encore capable de simplement faire la collation des informations, eh bien son avenir n'est pas très long terme.
Maintenant, ça demande de l'investissement, ça demande de la formation, il va y revenir, mais c'est aussi une opportunité pour le comptable de donner un rôle de conseil par rapport à la société et d'être proactif par rapport à cette dernière. Vous avez vu que derrière tous ces exemples, j'ai parlé de l'impact que ça peut avoir, des changements que ça va provoquer, mais il y a un véritable questionnement sur l'emploi. C'est peut-être le cœur de mon propos aujourd'hui. Cet impact sur l'emploi est un vrai défi pour le futur. J'ai pris 2 études qui m'ont particulièrement interpellé, que je voudrais partager avec vous. La première, elle émane du Forum économique mondial. Les résultats ont été publiés fin 2020, début de cette année-ci, donc c'est très récent. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Premier élément, l'automatisation du travail, eh bien, ça va provoquer un déplacement, et ce déplacement est plus important que ce qu'on avait prévu au départ, puisqu'on parle quand même de 85 millions d'emplois au niveau mondial qui vont être déplacés dans les 5 prochaines années. Je vais y revenir là-dessus. Deuxième élément, on va créer des emplois. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Troisième élément, on va demander autre chose aux employés futurs, aux cadres futurs. On va leur demander une capacité d'analyse, de créativité et de flexibilité. Je vous rassure, pas les 3 en même temps. Une de ces 3 sera l'une des capacités les plus intéressantes et les plus nécessaires dans les années futures. Et puis, on va devoir absolument, et je vais en parler dans la formation, s'occuper de la formation des collaborateurs. Cette formation est l'élément fondamental si nous voulons réussir cette révolution. Et dernier point, eh bien, le télétravail. Alors avant la crise, pas grand monde ne voulait entendre parler du télétravail. Aujourd'hui, il y a une remise en cause fondamentale et on sait bien que demain, on ne va pas retourner au bureau comme avant la crise. Donc, je vais revenir sur ces points-là. Première réflexion, l'automatisation du travail, plus rapide. On s'est rendu compte effectivement qu'avec la crise, le processus qui était déjà en place s'est accéléré. Et aujourd'hui, 43% des entreprises vont réduire leur effectif par l'intégration de ces nouvelles technologies. Et elles vont en même temps aussi, 41%, ce qui est quand même aussi énorme, sous-traiter. Le sous-traitement va devenir un élément aussi essentiel. Et troisième élément quand même intéressant, il y a quand même 34% des entreprises qui vont recruter. Donc d'une part, je vais réduire mes effectifs, d'un autre côté, je vais engager. Et on se rend compte que le partage entre les machines et l'humain, eh bien, ça va devenir une réalité permanente. Et la crise du Covid a encore accéléré les choses. On ne le répétera jamais assez. Premier élément dans ce rapport de ce forum. Deuxième élément important, c'est la création d'emplois. 97 millions de nouveaux emplois qui vont être créés. Dans les nouvelles technologies, évidemment. Dans tout ce qui est la gestion des réseaux, évidemment. Mais aussi ce qu'on oublie peut-être, dans tout ce qui est l'économie verte. Joe Biden a annoncé un énorme plan d'investissement. On parle d'un plan de plus de 2000 milliards de dollars, dont une grande partie sera destinée aux énergies vertes. Ce sont des nouveaux métiers qui vont être et qu'on va devoir créer. Évidemment, tout ce qui est la gestion de données et l'intelligence artificielle, des métiers qui aujourd'hui n'existent pas, et j'aurai besoin de fonctions d'ingénieur et d'informatique. Mais il ne faut pas oublier l'humain. L'humain va rester fondamental dans notre société. On le voit bien dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Si beaucoup de gens sont malheureux dans le télétravail, c'est parce qu'il manque l'humain. Donc l'interaction humaine va rester l'élément fondamental dans beaucoup d'activités, mais en particulier dans les activités évidemment de soins, mais dans les activités de la vente, de création de contenu, tout ça va rester essentiel. Je vais y revenir parce que c'est quand même, pour moi, aussi un des éléments importants à retenir. Troisième réflexion, c'est la capacité que les entreprises exigent ou vont avoir besoin dans le futur. Cette capacité de créativité, de flexibilité, on va les demander de plus en plus au personnel. D'où l'importance de la formation. On y reviendra. Dernier point, je l'ai dit, on doit absolument améliorer les compétences des collaborateurs. Et dernier point, c'est le télétravail. On n'en a pas fini avec le télétravail. Aujourd'hui, clairement, beaucoup de sociétés qui étaient réticentes se sont rendues compte que le télétravail répondait parfaitement à leurs besoins. Avec des économies à la clé, avec peut-être une augmentation de la productivité. Il y a un énorme débat aujourd'hui
au sein du cercle des économistes pour dire est-ce qu'il y a une vraie amélioration de la compétitivité. Mais il y a, en tout cas, on peut constater une petite amélioration. Ça peut poser beaucoup de questions parce que ça veut dire que les gens ont travaillé beaucoup plus parce qu'ils étaient à la maison. Donc c'est toute la séparation entre le temps professionnel et le temps privé qui s'est posée. Mais aujourd'hui, les sociétés estiment qu'à peu près 44% des postes pourraient être télétravaillables. Donc ça pose évidemment d'énormes questions sur leur relation travail et la relation entre le temps passé à la maison et le temps passé au bureau. Si je vais un petit peu plus loin encore dans la réflexion sur l'impact sur l'emploi, le graphique que je présente maintenant est un graphique évidemment que j'ai fait avant crise, parce que je ne peux pas intégrer les chiffres du chômage, avec la hausse du chômage en particulier, si je prends le cas des États-Unis, qui ont été provoqués uniquement par la crise du Covid. Donc ce sont les chiffres avant la crise du Covid, on est donc sur l'année 2019. Quelle est la corrélation, le lien entre le taux de chômage d'un côté et le nombre de robots industriels dans le secteur manufacturier? Je prends un exemple très simple. La Grèce qui est tout au-dessus dans le graphique, c'est vrai qu'en général, des robots industriels en Grèce, il n'y en a pas beaucoup, qui est quand même un des pays qui a le taux de chômage le plus élevé. Inversement, je prends la Corée. Si vous avez fait attention au tout début, la Corée est celui qui a le plus, ou un des pays qui a le plus de robots industriels. Mais évidemment, la Corée a le plus de robots industriels, mais il a un taux de chômage le plus bas ou pratiquement. Donc aujourd'hui, se dire que je ne vais pas robotiser mon industrie parce que j'ai envie de préserver l'emploi, eh bien c'est juste le contraire. Si je ne robotise pas, je vais au contraire perdre des emplois. Si je robotise, je vais créer des emplois. Si l'Europe demain se réindustrialise, eh bien nous pouvons être aussi compétitifs que la Chine. Et nous gagnons en plus la proximité. Et nous gagnons en plus notre indépendance, parce que c'est aussi une question fondamentale qui a été posée par la crise du Covid. Notre dépendance par rapport à un certain nombre de pays, en particulier la Chine, pose des questions dans des secteurs essentiels. Donc une révolution en Europe prend d'autant plus son sens aujourd'hui et nous amène à avoir des créations d'emplois plutôt que des destructions d'emplois. Mais évidemment, ce ne sera pas simple. Il y a plein de métiers qui vont disparaître. Alors j'en cite là quelques-uns, qui sont les téléopérateurs, les réceptionnistes et les manutentionnaires. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus compliqués, les traducteurs. Aujourd'hui, vous avez un système comme DeepL qui est excellent en termes de traduction. Mais un traducteur littéraire, un traducteur spécialisé en affaires juridiques aura encore du sens. Mais un traducteur, je veux dire, tout à fait classique n'aura plus aucun sens. Par contre, il y a toute une série de métiers qui ne seront peu ou pratiquement pas automatisables. Et c'est là qu'on doit évidemment envisager des filières pour former à ces métiers d'avenir. Mais ces métiers aussi concernent tout ce qui touche à l'humain, on va y revenir. Et c'est là où j'arrive sur ma deuxième étude qui me semblait intéressante à partager avec vous. C'est une étude de McKinsey sur l'évolution. Alors, 2030, c'est demain. L'évolution future, c'est-à-dire l'évolution que l'on va connaître dans ces prochaines années. Premier élément, je n'ai pas de destruction d'emplois, et c'est vraiment, je pense, l'élément essentiel aussi à retenir, mais j'ai un déplacement des emplois. Dans cette étude, qu'est-ce que McKinsey a constaté? Elle a constaté que tout ce qui était compétences physiques, manuelles, ont tendance à diminuer de façon importante. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tous les métiers qui sont lourds péniblement, eh bien, vont être remplacés par les nouvelles technologies. Mais évidemment, ça change fondamentalement les tâches. Je prendrai un petit exemple très simple. C'est aujourd'hui ceux qui travaillent sur les autoroutes. Les ouvriers qui travaillent sur les autoroutes, par tous les temps, c'est des tâches extrêmement pénibles, extrêmement lourdes. Eh bien, demain, ils vont être aidés par des exosquelettes qui vont alléger leurs tâches. Mais demain, ils vont devoir pouvoir utiliser cet exosquelette, c'est-à-dire cette nouvelle technologie. Et donc, dans la réflexion qu'a amenée McKinsey, c'est de dire toutes ces heures vont disparaître et on va devoir se poser la question de non pas de destruction d'emploi, mais un déplacement de l'emploi. L'autre exemple, c'est les caissières. Alors, elles ont joué un rôle fondamental dans la crise, on l'a vu. Mais si demain, j'ai des magasins qui sont entièrement automatisés, je n'ai plus de caissière, quel sera le rôle de la caissière à l'avenir?
Donc ça pose évidemment énormément de questions. Et on voit bien que derrière cette question, il y a la question de la formation qui revient. Donc pas de destruction d'emplois, mais un déplacement des emplois, avec de nouveau 3 grandes exigences, ou 3 grandes compétences, je vais plutôt dire, dont auront besoin les sociétés et dont nous devons nous nourrir absolument, nous en tant qu'employés, en tant que cadres, en tant qu'ouvriers. On a besoin de gens, évidemment, avec des compétences intellectuelles extrêmement élevées. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont une vision, qui sont des gestionnaires de projets, qui sont capables, évidemment, d'être énormément créatifs aussi. On a besoin de gens qui auront des compétences technologiques, intelligence artificielle. La gestion des données, on dit les bases de données aujourd'hui, c'est l'électricité du début du siècle. Et 3e compétence, et c'est presque par celle-là que j'aurais commencé, on va avoir de plus en plus besoin de compétences sociales et émotionnelles, c'est-à-dire avoir cette capacité d'empathie par rapport à l'autre, cette capacité de manager. On le voit bien en plus avec la crise aujourd'hui. Le rôle du manager est encore plus fondamentalement important, alors que nous avons des équipes qui sont à distance et on n'a pas ce contact. Donc on doit être capable de négocier, de gérer ces équipes de façon totalement différente, mais aussi on va avoir besoin de compétences sociales pour former et enseigner, qui seront les clés si nous voulons réussir cette révolution. Toujours dans cette réflexion, et j'aime beaucoup le terme, McKinsey utilise le terme des cols neufs. Au lieu de dire que j'ai les cols blancs et les cols bleus, eh bien, demain, je n'aurai plus que des cols neufs. Ça fait presque école neuve. Les cols neufs, qu'est-ce que c'est un col neuf pour eux? Eh bien, c'est cette capacité à pouvoir gérer ces nouvelles compétences et utiliser ces nouvelles technologies. Si je reprends mon exemple de l'ouvrier sur les routes aujourd'hui avec son exosquelette, il va devoir continuer à faire ce qu'il fait, qui est un travail qui va être allégé au niveau manuel, et en même temps, il va devoir utiliser les nouvelles technologies. Donc, développement évidemment extrêmement important. Alors, j'ai pris 5 secteurs. Alors, je ne dis pas que ce sont les secteurs qui vont être le plus impactés, mais qui me semblaient le plus intéressant d'aborder, parce que oui, c'est probablement des secteurs qui ont été et qui sont et qui seront le plus impactés par cette évolution. D'abord, le secteur de la banque assurance, je suis bien passé pour savoir de quoi je parle. C'est déjà un secteur qui a été bouleversé avec la crise des subprimes en 2008-2009. C'est un secteur qui a fait l'objet d'énormément de concentration. Et en plus de ça, c'est un secteur qui est en train d'évoluer en termes de transformation des métiers. Souvenez-vous, avant, vous aviez un guichet, vous mettiez vos virements. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de guichet, c'est que sur rendez-vous. Et vous n'avez pas à remettre un virement. Votre virement, vous le faites avec votre app sur votre GSM. Mais tous les postes de back-office aujourd'hui dans les banques et les compagnies d'assurance vont disparaître, ce qui représente à peu près quand même 38% des effectifs. Donc un vrai bouleversement pour un certain nombre de personnes qui travaillent dans le secteur bancaire. Deuxième secteur, auquel on ne pense pas nécessairement, c'est le secteur des mines et des énergies. Très lourd physiquement, très répétitif. Eh bien, demain, on estime que plus de 30% de cet âge vont disparaître. Donc, j'aurai des camions qui sont automatisés, j'aurai une extraction des métaux qui sera automatisée. Donc, toute une évolution, évidemment, qui va avoir aussi des impacts en termes d'emploi. Le secteur de la santé, je l'ai dit, c'est vraiment un des secteurs qui va le plus bénéficier en termes d'impact positif, parce qu'on sent bien que chacun, quand on voit arriver cette nouvelle technologie, on est toujours un petit peu réticent. Mais le secteur de la santé, en tenant compte du vieillissement de la population, en tenant compte du fait que cette première pandémie que nous venons de traverser n'est probablement pas la dernière et que nous en aurons encore, et que même aujourd'hui on n'en est pas encore sorti, on va avoir besoin de plus en plus de ces nouvelles technologies, et cela donnera plus, je l'espère, de place à l'humain aussi. On gagnera en termes d'efficacité et de temps. Autre secteur, et je vais y revenir avec un exemple très particulier, c'est ce que j'appelle l'industrie 4.0, qui est déjà aujourd'hui en place, mais je vais prendre un exemple précis dans 2 secondes. Et dernier secteur qui me semblait peut-être interpellant, c'est le secteur de la distribution. Nous ne faisons déjà plus nos courses comme avant. Avec la crise du Covid, encore moins. La part de l'e-commerce a explosé littéralement. Je ne suis pas certain que demain, tout le monde aura envie de retourner dans les magasins. Mais même avant ça, il y avait déjà une vraie interrogation sur l'avenir de ce secteur en tant que tel.
par justement l'arrivée d'acteurs majeurs qui bouleversent tout. Mais en plus, ces nouvelles technologies vont totalement changer la donne. Je n'aurai plus la même relation avec le client. Je vais avoir une relation avec le client qui sera une relation beaucoup plus sur le long terme. C'est-à-dire, le client va pouvoir voir un produit sur son GSM ou bien sur son PC, et puis il va aller voir en magasin si le produit lui convient, et à la limite, en sortant du magasin, évidemment, il aura payé avec une app bancaire, mais en sortant du magasin, il va faire une photo qui va être visible sur les réseaux sociaux. Il va peut-être aussi chercher s'il n'y a pas un autre produit qui pourrait peut-être l'intéresser. Et il va aller dans un autre magasin. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui n'existait pas du tout avant. Et finalement, le temps où le client va passer, ou que le client va passer dans un magasin, va se réduire de plus en plus. Donc, le secteur de la distribution doit se remettre fondamentalement en cause. Et donc, je disais, le secteur ce que j'appelle l'industrie 4.0, j'ai pris un exemple particulier qui est une usine qui est installée, qui est un groupe allemand. C'est une usine qui est installée en Alsace, qui est SEW Usedom, qui travaille dans tout ce qui est l'automatisation. Donc évidemment, ils sont particulièrement sensibles à cette évolution. Mais eux, ils ont repensé fondamentalement l'usine. Ils ont développé eux-mêmes leur propre système automatique. On est automatisation du magasin et approvisionnement des lignes, tout est automatisé. Mais ce qui est intéressant dans la réflexion de la société, c'est de se dire, moi je veux, c'est un concept qu'ils appellent le concept de perf-ambiance. Ça ne sert à rien de mettre une table de ping-pong pour les ouvriers. Ça ne va pas améliorer leur ordinaire. Ça ne va pas améliorer leur vie. Mais par contre, tout ce qui est tâches répétitives, pénibilité, nous allons tout faire pour les réduire. Ils sont arrivés à un résultat qui aujourd'hui positionne cette usine comme une des usines à la pointe en France, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut automatiser, être compétitif en Europe. Et ça, c'est un changement fondamental qui doit interpeller le secteur industriel européen. Alors, je ne peux pas ne pas parler de l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée, et j'ai pris quand même des petites réflexions qui sont assez piquantes d'un conseiller en innovation, alors qui nous dit l'intelligence artificielle, elle ne va pas tuer le travail parce que le travail, il est déjà mort. Alors, quand on vous dit ça, vous dites, waouh, on va aller très loin. Ce qui veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un peu tendance à perdre la notion de ce que c'est véritablement le travail. On passe beaucoup de temps en réunion. Est-ce que toutes ces réunions sont véritablement utiles? Et évidemment, toute une série d'activités ont été mises en automatique, ont été automatisées. Et c'est clair que si demain, vous avez un de vos collègues qui s'assied à côté de vous et qui vous dit « Bon, décris-moi un petit peu ce que tu fais » et que vous êtes capable de décrire tout ce que vous faites sur une journée, ben, il est temps de penser à changer de métier parce que demain, ça va être totalement pris en charge par l'intelligence artificielle. Mais l'avantage, c'est que l'intelligence artificielle va permettre autre chose. Elle va permettre de créer, d'avoir envie de travailler différemment et de faire quelque chose que la machine ne sait pas faire. Et c'est ça notre force. Et là, c'est une force que nous avons, que nous garderons surtout en permanence par rapport à l'intelligence artificielle. On l'a vu, cet impact sur l'emploi est important, mais l'impact fondamental, et si on veut réussir cette évolution, cette révolution, c'est évidemment la formation. La formation va être l'élément fondamental. On l'a dit, on va déplacer les emplois, on ne va pas détruire les emplois, on va utiliser, j'irai même un autre terme, on va replacer les ouvriers, on va replacer les employés. On ne doit pas protéger l'emploi en tant que tel, cet emploi il disparaît. Je prends l'exemple du back-office, mon emploi de back-office il disparaît. Mais c'est pas ça le fondamental. Le fondamental, c'est d'arriver à former les gens pour que demain ils puissent passer d'un poste à un autre et de faire tout à fait autre chose. Et donc ces emplois qui vont disparaître vont être remplacés par des nouveaux emplois que nous devons créer, mais tout va dépendre de la capacité de formation que nous aurons. Et ça, c'est la pierre angulaire de la réussite. C'est clair que nous avons tous des craintes par rapport à cette évolution, parce que cette évolution va extrêmement vite. Et elle touche tous les secteurs, comme je viens de vous le montrer avec quelques exemples. C'est clair aussi que les entreprises qui vont réussir ne seront que les entreprises qui seront capables d'assurer et de s'investir dans la formation de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, une entreprise doit accepter, quel que soit son secteur,
que son personnel passe 20% de son temps à se former. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné par rapport aux concurrents, c'est du temps gagné par rapport à l'avenir, c'est du temps gagné aussi pour permettre à ses collaborateurs d'évoluer par rapport à ces nouvelles technologies. On doit être créatif et on doit utiliser les nouvelles technologies. Et dernière réflexion que j'aime bien, qui est intéressante, c'est le rôle d'un professeur est de changer la vie de ses étudiants. Qui ne se souvient pas ce qu'on appelait à l'époque un maître ou un professeur qui nous a marqués? Un ordinateur ne changera jamais la vie de personne. Actuellement, on dépense beaucoup d'argent pour créer l'école digitale, qui est indispensable. Mais dans le même temps, on massacre les budgets pour la formation des professeurs. Et ça, on ne doit pas l'oublier dans cette révolution. Et croire, c'est un même exemple que celui que j'ai donné tout à l'heure, mais croire que je ne vais rien faire, je ne vais pas développer ces nouvelles technologies, je ne vais pas former mes gens, que ça va aller mieux, eh bien, on se rend compte que c'est justement l'effet inverse. C'est une enquête PIAC, qui est une enquête qui est menée par l'OCDE, c'est exactement la même chose que la fameuse enquête PISA, que vous connaissez bien sur les compétences dans l'enseignement en mathématiques, en français, etc. Eh bien, cette enquête PIAC qui mesure ce qu'on appelle les facultés cognitives, c'est-à-dire la capacité d'adaptation au monde du travail, eh bien, on se rend compte que ceux qui ont les meilleurs résultats, eh bien, c'est là où je vais trouver le plus de robots industriels, comme par hasard. Alors, dernier point dans ma réflexion, c'est sur la productivité. Il y a un énorme débat entre économistes, je l'ai dit, sur la productivité. Quand vous regardez le graphique, j'ai une chute de la productivité après à peu près l'année 2000 à 2005, c'est un effondrement de cette productivité. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier en 2000? Eh bien, c'est l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet a bouleversé tout. Mais depuis lors, est-ce qu'on a créé beaucoup de choses? Alors, je prends toujours l'exemple, parce que c'est quand même l'exemple le plus frappant. J'ai dans ma poche mon GSM, comme tout le monde. Quand je fais le condensé, ce que je sais dans mon GSM, c'est un appareil photo. Je peux scanner, je peux téléphoner aussi. Je peux envoyer des messages. Qu'est-ce que j'ai gagné en termes de compétitivité, de productivité? À la limite, pas grand-chose. Je dirais même que j'en ai perdu. Vu le temps que je peux passer sur mon GSM au lieu de travailler, eh bien, j'ai perdu en termes de productivité. Donc, on se rend compte que depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Internet, les nouvelles technologies n'ont pas amené beaucoup d'impact en termes de productivité. Je vais prendre encore un autre exemple. Uber, qu'est-ce que ça amène en termes de productivité? Ce sont des salaires de misère, c'est des horaires de malade, mais en termes de productivité, ça n'amène pas grand-chose puisqu'on tire tous les prix vers le bas. Mais sans véritablement d'impact positif sur la productivité. Conséquence de ça, les sociétés ont plutôt tendance à freiner les investissements en se disant, mais finalement, j'ai de nouvelles technologies, mais si j'investis dans ces nouvelles technologies, je ne gagne pas en termes de productivité, eh bien, je ne vais pas investir. Donc, si j'ai une diminution des investissements, j'ai inéluctablement une diminution de la productivité. Et le troisième élément, qui est une des conséquences de la crise que nous vivons, mais qui est une conséquence aussi de cette nouvelle technologie, de cette révolution, c'est que j'ai une aggravation des inégalités. Qui dit aggravation des inégalités dit effectivement qu'une partie des gens sont de moins en moins productifs. C'est quelques raisons qui sont liées à ces nouvelles technologies, il y a d'autres facteurs, mais donc ça pose évidemment la question de l'impact de ces nouvelles technologies aujourd'hui. Et on dit qu'effectivement, à long terme, et on revient sur ma loi d'Amara, à long terme, ces nouvelles technologies vont avoir un impact positif en termes de productivité. On est un peu entre les deux pour le moment. Mais on ne peut certainement pas se dire qu'aujourd'hui, on doit faire l'économie de l'investissement, parce que c'est le futur qu'on est en train de préparer. Et on le voit bien que l'intelligence artificielle va améliorer la productivité quand on pose la question aux entreprises aujourd'hui, et avec certains pays qui sont à la pointe. La Suède, les États-Unis, le Japon, la Belgique se situe pas mal en termes de positionnement aussi. J'en arrive à mes conclusions. Alors non, je n'ai pas encore vraiment fini mes conclusions, vous allez comprendre. Mais je vais quand même arriver à mes conclusions. Première conclusion, je ne peux pas vraiment établir un lien entre la perte d'emploi et les robots. On l'a vu au niveau graphique, ce n'est pas un lien évident aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs qui expliquent les pertes d'emploi. Le premier dont on a beaucoup parlé, c'est la mondialisation, les délocalisations, et c'est surtout les problèmes de qualification. Aujourd'hui, en Wallonie, beaucoup d'entreprises se plaignent d'avoir des carnets de commandes qui sont pleins et d'avoir des machines qui ne sont pas utilisées parce qu'ils n'ont pas les gens compétents pour.
C'est un énorme paradoxe quand on voit le nombre de chômeurs que nous avons encore en Wallonie. Et évidemment, la crise du Covid a complètement bouleversé la donne et a provoqué, en particulier aux États-Unis, une augmentation importante du chômage, et ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Troisième réflexion, on a ce qu'on appelle un phénomène de déversement. Alors c'est quoi le phénomène de déversement? Eh bien c'est quand une industrie est automatisée. La conséquence c'est quoi? C'est normalement une augmentation de la productivité, on l'a dit, je l'ai dit au départ. Si j'augmente ma productivité, eh bien normalement je vais être plus compétitif. Je vais donc pouvoir baisser mes prix. Ce qui veut dire que si, par exemple, je produis un produit en particulier, eh bien, ce produit va être beaucoup moins cher pour le consommateur. Ce qui veut dire que le consommateur va avoir un pouvoir d'achat qui va s'améliorer et il va acheter un autre produit. S'il achète un autre produit, je dois avoir la production qui évolue et qui suit cette demande. Donc, je vais avoir une industrie dans un autre secteur qui va avoir besoin de main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déversement. Donc, c'est du personnel, des ouvriers, des employés qui vont passer d'un secteur à un autre. Et de nouveau aussi, le fait de créer et d'automatiser va plutôt créer des emplois. J'ai un exemple en particulier qui est dans la région de Tournai, où j'ai une entreprise qui est une entreprise de biscuits, qui s'est complètement automatisée. Eh bien, elle a créé des emplois. Il y a plus aujourd'hui de personnes utilisées par l'entreprise qu'avant l'automatisation de la production. Mais c'est clairement une révolution, parce que ça touche tous les secteurs. Et ce qui est particulier, c'est que ça touche le secteur tertiaire qui, jusqu'à présent, n'avait pas été impacté de la même façon. Et ça va provoquer des déplacements, et donc on se pose tous, et logiquement, chacun dans sa fonction, la question de savoir si demain, mon emploi existera encore. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, on l'a bien vu. Ce qui va être essentiel, c'est la formation, l'accompagnement, qui doit être permanent, et c'est le grand défi pour les sociétés. Et ce ne seront que les sociétés qui mettront les moyens dans leur formation qui réussiront cette crise. Et, pas cette crise, cette révolution, évidemment. La question, évidemment, c'est que la crise du Covid a accéléré le processus. On a gagné, alors j'aime pas le terme, mais c'est une réalité, on a gagné quelque part 10 ans. Ça a été beaucoup plus vite que prévu. Je prends l'exemple du télétravail, eh bien, pas mal de sociétés sont obligées aujourd'hui de s'adapter. C'est une réalité. Eh bien, on a peut-être gagné 10 ans en la matière. Je voudrais terminer par un exemple, je vais prendre un peu plus de temps là-dessus. Imaginons, on n'y est pas encore, mais c'est un futur proche, que nous ayons des voitures autonomes partagées électriques. En Belgique, on ne sait pas très bien comment vont fonctionner les voitures électriques, on ne sait pas très bien comment on va produire l'électricité, mais ça, c'est un autre débat. Mais imaginons que nous n'avons plus notre voiture personnelle. Nous n'avons que des voitures autonomes partagées. Ce qui veut dire que je serai arrivé aujourd'hui dans ce studio, eh bien, je serai arrivé avec une voiture que j'aurais réservée, qui serait arrivée devant chez moi, qui m'aurait déposé devant le studio et qui serait repartie. Je n'aurais pas dû me préoccuper de l'heure, de la circulation. J'aurais pu préparer à l'aise mon exposé. Imaginons ça un instant. Quelles en seraient les conséquences, ou quelles en seront les conséquences? Première conséquence, on le voit d'ailleurs déjà avec l'arrivée de l'électricité dans le secteur. Pour le secteur automobile en particulier, c'est une vraie révolution. Pourquoi? Parce que demain, le software dans la voiture sera l'élément plus fondamental que n'importe quel autre composant de la voiture. Et la conséquence aussi aujourd'hui, c'est que pour le secteur automobile en particulier, pour les usines aujourd'hui, on va détruire des emplois de façon importante parce que je n'ai pas besoin de la même main-d'œuvre pour les années futures. Mais la conséquence de ça, c'est que je n'ai plus ma voiture personnelle. Donc, ça veut dire que je ne vais plus avoir, messieurs, je suis désolé, un salon de l'auto, puisque ce n'est plus des voitures que je vais moi aller choisir. Je n'aurai plus le choix d'une voiture. C'est la même question sur les concessionnaires. Regardez déjà aujourd'hui la taille des concessionnaires. Et finalement, les concessionnaires et les concessions, elles sont utilisées à quoi? Finalement, à faire du networking, à organiser des soirées. Et on a de moins en moins, finalement, la démarche d'aller dans une concession pour aller voir une voiture. D'autant plus avec le Covid, évidemment. Mais alors, le pire, c'est que c'est, en principe, si j'ai des voitures autonomes partagées électriques, je n'aurai plus d'accident. Donc, les carrossiers, ils n'auront plus d'avenir. Je n'aurai plus besoin de carrossiers. Alors, on va encore un petit peu plus loin, et ça, c'est juste pour le côté un peu amusant.
J'ai plus besoin de savoir conduire, je l'ai dit au départ, on n'aura plus besoin de permis de conduire, on n'aura plus besoin, ou même plus la possibilité d'utiliser de voiture. Donc, que vont devenir les moniteurs d'auto-école? Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Là, c'est une vraie question fondamentale. Mais on va encore aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Eh bien, demain, je vais avoir un réaménagement total des chaussées, puisque je ne vais plus avoir besoin de la même largeur des autoroutes. Je vais avoir un flux de voitures qui sera régulé. Deuxième grand changement, je ne vais plus avoir de péage sur les autoroutes, puisque quand j'ai téléphoné, que j'ai réservé ma voiture, et au moment où elle m'a déposée, elle va me donner exactement le montant que je vais devoir payer pour l'utilisation de cette voiture, et je vais probablement être débité directement sur mon compte du temps que j'ai passé dans la voiture. Donc, plus besoin de péage. On va arriver dans un système aussi où les camions poubelles vont être totalement robotisés. C'est-à-dire que vous aurez sur votre poubelle une puce qui va calculer le poids des déchets que vous allez produire et vous allez être facturé automatiquement. Et là, c'est une belle avancée. Les métiers pénibles disparaissent. Toujours dans cette évolution des nouvelles voitures, des nouveaux modèles. Évidemment, il y a un séisme que l'on n'imagine même pas qui va se produire. Alors, je l'ai dit, on n'y est pas encore, puisqu'aujourd'hui, on a encore vu qu'il y avait cette question de savoir si la voiture allait devoir choisir entre le landau avec l'enfant ou le couple de personnes âgées sur le trottoir, parce qu'elle doit faire un choix à un moment donné. Et le choix, il est impulsé par ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire toutes les possibilités offertes aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Mais on va avoir demain, si j'ai plus d'accident, un vrai séisme dans l'assurance. Les compagnies d'assurance qui touchent des primes d'auto, ben, ça va disparaître totalement. Donc, un bouleversement qui va se poser, et aussi parce que demain, vous n'aurez plus besoin d'un courtier en assurance, vous n'aurez même plus besoin d'une compagnie d'assurance en tant que telle. Vous allez déclarer votre assurance avec votre GSM, ce qui est déjà le cas chez nous, et en 2 minutes, vous allez avoir une réponse pour savoir si vous pouvez réparer ou pas votre voiture. Un secteur qui est en train d'évoluer aussi, qui est lié à ces voitures autonomes, on ne s'en rend pas compte du tout, c'est évidemment tout le système ou toute l'industrie du design. On est en train de remodeler complètement la voiture. Imaginez, la voiture, elle est conçue pour regarder la route. Demain, je vais devoir concevoir une voiture qui est plus conçue pour regarder la route, mais pour regarder derrière, ne plus regarder la route. Et puis, la grande question qui va se poser, quand je vais passer du temps dans ma voiture pour aller au travail, pour revenir du travail, je ne dois plus me préoccuper de la route. Donc, je vais m'embêter. Donc, je vais être sollicité. Et non plus par la radio, grand défi également pour les radios aujourd'hui, mais je vais avoir la télévision, je vais avoir des divertissements, je vais pouvoir jouer. Regardez ce qui est en train de se passer dans tout le secteur des médias, du divertissement. Et évidemment, la crise du Covid a encore accéléré les choses. Pourquoi est-ce que j'ai une fusion? Et je prends un exemple très concret, très récent. Pourquoi est-ce que j'ai une fusion entre TF1 et M6 en France? Pourquoi est-ce que Disney a créé sa chaîne? Parce qu'elle est concurrencée par des grands acteurs qui avant n'existaient pas. Et surtout parce que nous allons avoir, par cette révolution, nous allons gagner du temps dans toute notre vie, c'est-à-dire à tous les moments de notre journée. Et si je prends l'exemple de la voiture, c'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Et je vais encore un petit peu plus loin dans ma réflexion. Je vais devoir refondre complètement les villes. Les parkings vont disparaître puisque je n'ai plus besoin de parking. Puisque ces voitures autonomes vont circuler en permanence. Celle qui vient de me déposer, elle va prendre une personne autre qui va la déposer ailleurs. Donc, les parkings vont complètement disparaître. On a déjà, avec la crise du Covid, on se pose déjà des questions sur le modèle de nos villes en particulier. Tous des quartiers qui sont des quartiers de bureaux sont en train de perdre leur âme. Mais en plus de ça, si j'ai demain des voitures autonomes et j'aurai des disparitions de parking, je vais devoir réadapter complètement la ville. Autre impact et autre élément qui est assez interpellant ou amusant, je veux dire, quand moi je descends dans le sud de la France, eh bien, j'aime bien m'arrêter, par exemple, c'est un hasard, du côté de Lyon. Et je m'installe et je prends un bon repas dans un hôtel. Eh bien, demain, je vais rentrer dans une voiture autonome. À la limite, je vais même faire le trajet de nuit, je vais dormir dans la voiture. Et le lendemain matin, je serai dans le sud de la France, en plein soleil. Ça fait du bien quand on voit le temps qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tous ces hôtels qui sont des hôtels de passage, qui sont des hôtels
pour faire à un moment donné une petite pause, eh bien, risque de disparaître. Alors, élément plus positif et plus amusant, on l'a dit, tout ce qui est sur la route, elle est fait parce que nous regardons la route. Mais demain, je ne vais plus regarder la route. Donc, toutes les publicités qui sont le long de la route vont disparaître, puisque plus personne ne va les regarder. Alors là, c'est assez plutôt positif quand on voit tout ce qui pollue notre regard aujourd'hui. Conséquence aussi, ces voitures qui sont des voitures autonomes, et donc c'est elles qui vont gérer leur vitesse. Donc je n'ai plus besoin de radar. Donc j'ai besoin de moins de policiers, ou en tout cas, on les utilisera à autre chose. Mais derrière la non-utilisation ou la disparition des radars, ça veut dire aussi que je vais avoir un gros problème. Je vais avoir une diminution importante des recettes de l'État. Il va falloir trouver des nouveaux impôts. Et je pourrais encore continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures, rien qu'en prenant l'exemple d'une voiture autonome partagée électrique. Eh bien, vous pouvez faire le même exercice avec tous les objets du quotidien et faire le même petit travail, je dirais, d'anticipation. Et vous vous rendez compte que tout va être bouleversé, que les changements vont être véritablement fondamentaux. Mais l'élément essentiel, c'est de se dire que nous devons en faire une force, l'utiliser. Ça va dépendre de la formation, de cette capacité que nous avons, nous, personnellement, à évoluer, mais surtout que les sociétés vont donner à leur personnel de pouvoir évoluer. C'est une opportunité pour l'Europe de se repositionner, et la crise du Covid l'a bien mis en évidence. Nous devons rapatrier de la production. Alors, ne rêvons pas, on va rester dans un monde globalisé, mais on peut rapatrier une partie de nos productions en Europe, et on peut gagner en termes de compétitivité et de performance. Et d'indépendance par rapport à la Chine, c'est un élément extrêmement important. Je pourrais en discuter longuement. Alors je vais terminer par deux réflexions. La première, c'est une citation qui dit que le danger réel n'est pas que les ordinateurs commencent à penser comme les humains, mais que les humains commencent à penser comme des ordinateurs. Et puis, dernier point, comme ça je fais un petit peu ma publicité, et pour l'instant c'est encore moi qui l'écris. Tous les matins, je rédige un petit billet via un blog sur les données économiques, c'est-à-dire les grandes tendances, les indicateurs économiques, l'évolution un petit peu des marchés financiers, l'évolution aussi du marché de l'emploi, parce que c'est une vraie réflexion aujourd'hui. Vous allez sur le lien qui est affiché à l'écran, vous vous abonnez, et tous les matins, à peu près vers 8 heures du matin, vous recevez un mail qui vous avertit que j'ai mis à jour mon blog. Sur ce blog, vous retrouvez également mes interventions presse. Sur ce blog, vous avez également des études du groupe qui sont des études beaucoup plus larges et beaucoup plus fouillées. Et j'essaye aussi de faire de temps en temps des petites captures de quelques slides, 3 ou 4 minutes, sur un thème en particulier. Et si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas, je vous réponds bien volontiers via le blog. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi.